Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, bienvenue dans le Jardin des Sources. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 14e épisode, il me semble. Ça va, Pierre ? Très bien. Très bien. Et ben moi, je suis un petit peu fatigué. J'ai pas bien dormi ces derniers jours. Ça arrive. Fais ta sieste, ça va enrichir le débat. Je compte sur toi pour rendre cet échange soporifique au possible. Donc, ça n'a pas échappé à quelques-uns de nos auditeurs que le week-end précédent, nous n'avons pas publié d'épisode. Nous profitions de la présence de nos amis et nous avons passé un week-end fort sympathique. Oui, très. Qu'en as-tu pensé d'ailleurs, Pierre ? Du week-end ? Oui, J'ai retenu quelque chose que tu as dit sur les questionnements. C'est-à-dire le questionnement, c'est au sujet des podcasts, justement. C'est où est-ce que vous allez ? Vers quoi ? Et je me suis dit, oui, c'est vrai, vers quoi ? Donc, j'ai l'intention de répondre à notre ami, qui était qui déjà ? Lequel ? Je présume que c'était Mehdi. Mehdi, je t'embrasse Mehdi, et je vais te répondre où nous allons. Voilà. Mais accroche-toi au balcon, parce qu'il va y avoir de la tempête. Donc, où je vais, dans le fond, c'est qui est le centre un peu de quelque chose que je leur dis, et en même temps que j'expose d'une manière que je considère comme un échange, qui devrait aboutir. Eh bien, j'aimerais justement, à travers ce week-end, parler de ce qu'est les principes de la relation, jusqu'au sentiment amoureux peut-être, et du choix du partenaire amoureux. C'est-à-dire l'importance dans notre vie de la finalité relationnelle. Pourquoi est-ce que il y a dans l'émotion des choix profonds et tenaces vers quelque chose qui va déterminer notre façon de penser et notre façon de ressentir. Et ce week-end, justement, qui a été fort intéressant et passionnant même, des rencontres, parce que c'est une aventure, la rencontre, que je trouve toujours passionnante. Et qui dans sa complexité, n'est jamais décevante. Je veux dire, on ne peut pas tout comprendre, et tant mieux, on peut même rien comprendre, mais dans le vivant, il se passe énormément de choses. Et je trouve que ce qui est heureux, c'est d'être comme un ignorant, mais en même temps un explorateur, pour essayer de devenir plus intelligent. Ce qui est une peine perdue, à mon avis, mais qui vaut le coup du voyage. Donc, en y réfléchissant, le centre même de ce vers quoi je peux aller, c'est l'idée de notre accomplissement, c'est Spinoza qui le dit, dans l'être, et que l'être porte en lui-même, dans le vivant, cet accomplissement, dans son principe de développement. C'est quelque chose qui me semble essentiel, de passer de l'appropriation de l'autre et du vivant en général à la contemplation, où rien n'est demandé que d'être. J'y pensais ce matin, je me disais, mais tous les principes éducatifs sous-entendent que pour être quelqu'un de bien, il faut être quelqu'un d'autre que soi. Et je trouve que c'est le centre, c'est ça, de parvenir à se désolidariser de cette perception de soi-même, et d'essayer de s'aimer comme on est, et pas comme on doit devenir.
c'est-à-dire ce rapport au devenir et au futur, c'est que sous-entend que comme on n'est pas comme il faut. Ça commence par l'école. Il faut avoir de bonnes notes, il faut apprendre à écrire, tout ça. Je ne dis pas que c'est inutile, mais je veux dire en même temps, c'est devenir intelligent, ce qui sous-entend qu'on ne l'est pas naturellement. Eh bien, je trouve que c'est la pauvreté et l'abaissement de l'intelligence, elle est d'exister dans un devenir d'un personnage, tu dirais, Hugo, qui va se former à l'exigence, dans le fond, de la demande sociale. Et de mon point de vue, elle commence et elle est répercutée par des bons ouvriers, que sont les ouvriers familiaux, le père et la mère, qui vont dire à l'enfant très tôt comme il n'est pas comme il faut, et qu'il faut qu'il devienne quelqu'un d'autre pour être l'objet attendu. De la société. Voilà. Et je pense que ce conflit terrible et ce combat entre ce que l'on est, qui est contraint au désordre le plus souvent, et ce qu'on doit clairement devenir pour faire plaisir à l'ordre et à la loi du Père, eh bien, c'est le centre même de nos conflits intérieurs, et je dirais même quelquefois de notre souffrance, d'autant plus que devenir, c'est souvent se soumettre à un ordre qui est possessif, c'est-à-dire posséder le savoir, posséder l'écriture, posséder l'intelligence, etc. Et quand on revient dans nos choix électifs et amoureux, par exemple, tout va être dicté par ce déterminisme préalable de ce que l'on doit devenir aux yeux et être aux yeux de l'autre pour le posséder. Plaire à une femme, par exemple. Parce qu'on pense que naturellement, on n'a rien d'attirant. Eh bien, on nous l'a tellement répété que qu'est-ce qu'il faut représenter pour cette femme pour être, pour elle, un objet attirant. Et on l'a conditionné aussi pour trouver cette conscience qu'elle doit avoir dès le commencement, d'être, par sa condition sexuelle, quelqu'un de fragile, de pénétrable, d'instable, et qu'elle doit trouver dans l'homme une force susceptible de lui faire traverser les contraintes de la vie économique, de la vie sociale. Et c'est ce recours-là qu'on doit être pour la séduire. Dans tout ça, on peut dire que tout se comprend, mais que tout est faux, puisque le coût à payer est le reniement et l'aveuglement par rapport à l'être, dans sa liberté totale de s'aimer comme il est et de regarder l'autre, de l'aimer comme elle est ou il est en termes d'amitié. Qu'est-ce que tu penses que dit le statut du séducteur ou de la séductrice par rapport à son profil psychologique? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il trouve de quoi s'alimenter dans ce personnage qui prend de la puissance. Et c'est vrai qu'il y a un chemin de puissance qui le satisfait d'être cet objet attendu déjà par son éducation et par l'éducation sociale ou économique. Et ça dit aussi qu'il trouve la perte de lui-même et le malheur dans cet objet victorieux, je dirais, et super représentatif de l'attente sociale, qui est souvent une attente économique au préalable. Et je pense que c'est se perdre que d'exister avec autant de force et d'être prêt à tout pour être un objet qui est magnifiquement représentatif, peut-être, qui est gagnant, qui a une forme de combat et de victoire qui est admirable aux yeux des hommes, mais le problème, c'est qu'on n'est plus là. Le séducteur, c'est quelqu'un qui fondamentalement ne s'aime pas, oui. Parce qu'il est obligé d'être, à ses propres yeux, quelqu'un d'autre pour pouvoir plaire. Je le crois. Et qu'est-ce que tu penses que ça dit de son rapport à ses parents? Bien, ça dit que ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut être un objet bien défini par l'attente sociale et économique, et que les parents ne font que répéter cet objet auquel ils ont été eux-mêmes soumis sans bien réussir souvent. Ils vont déplacer sur l'enfant cette attente
de cette frustration de ne pas avoir été un gagnant dans l'attente sociale et économique, de ne pas avoir représenté la force, on pourrait dire, cette force qui est tant recherchée. Et je crois que cette expérience en soi que l'on fait du mépris de soi dans l'être, puisque l'être, on le reconnaît par sa fragilité, sûrement peut-être une force, mais il faut attendre d'en être certain, eh bien devenir cet étranger pour soi-même, c'est représenter quelque chose qui peut être admirable aux yeux des autres, avoir des bonnes notes, réussir, avoir des diplômes, nos parents deviennent fiers de nous. Mais comme je te disais, Hugo, tout ça, on peut le réussir. À l'arrivée, on voit beaucoup de gens, même chez les top modèles, en parlant des femmes qui se suicident, qui ont des vies qu'on peut appeler des vies quand même très très pénibles, alors même qu'il y a un succès phénoménal autour d'eux, qu'ils suscitent. Et dans le fond, tout ça est fondé sur le mépris de cette fragilité que l'on va désigner comme misérable. Parce qu'elle rentre en conflit avec la fonctionnalité. Oui, c'est très juste, à mon avis, ce que tu dis. Le rôle de la fonctionnalité, voilà quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir. Cette position sociale aussi, fonctionnalité, c'est un peu l'attente sociale du rapport à l'économique et à la fonction dans ce qui détermine l'enrichissement ou comment dire, l'opportunité. La survie tout de même, parce que tu penses la fonctionnalité du groupe, c'est toujours pour se défendre d'un prédateur potentiel. Oui. Parce que si finalement demain tu fais une société avec des gens majoritairement ouverts à leur fragilité, à leur sensibilité, les premiers barbares qui passent, qui eux auront mis la force au centre de leur structure, les dévoreront tout de même. Donc finalement, comment accompagner la survie avec la vie finalement, c'est ça. L'expérience montre que ça finit mal d'être dans cette fragilité. Ouais. Et immédiatement, je pense, je veux dire en théologien un peu, les églises vont se constituer autour de la puissance et la fonction institutionnelle, tu l'as dit tout à l'heure. Dans le bassin méditerranéen, ça va être l'épopée, je dirais, et la dimension de l'empire de Constantin. Ce qui va faire l'Église et la déterminer, ce sera l'empire de Constantin, qui curieusement va être justifié par le fait que tout le monde méditerranéen était grec dans la pensée, ce qui m'a d'ailleurs incité à regarder Aristote et Platon comme une constitution linguistique de la pensée vers la puissance. Ils ont fait leur école, leur lycéum pour Aristote, etc. Il avait d'ailleurs l'ambition, à la mort de Platon, de devenir le patron de l'Académos. Je veux dire, où est la vérité? Si on regarde, c'est personnel ce que je dis, mais le traité de l'âme d'Aristote, par exemple, c'est un tissu de bêtises incroyable, et ça va conditionner toute la philosophie de la fin du 19e et le début du 20e, y compris la psychanalyse, qui est l'observation de l'autre. Et je pense que quand même, avant d'en arriver là, je dirais, toute la constitution et la puissance de l'Église s'est fait et construit autour de la puissance de ce qu'on appelle le miracle grec. Je ne le trouve pas miraculeux du tout. Il est étonnant maintenant d'ailleurs de constater à quel point, on en parlait l'autre jour ensemble sur l'araméen qui est un monde, une langue véhiculaire, c'est-à-dire qui permet à tous des groupes de communiquer, faire commerce, etc. Au Moyen-Orient, était un peu très éloigné quand même de ce miracle grec, qui est un miracle méditerranéen, et qui a été la condition de la constitution de l'Empire constantinien, mais après, de toute la recherche et la dimension politique qui s'est construite autour de ça, que ce soit l'école, que ce soit... C'est un miracle de la langue élaborée, dans le fond, de la puissance et vers la puissance. C'est remarquable. Maintenant, tout le monde va trouver ça intelligent. Platon, Aristote, tout le monde va trouver intelligent. Et
Socrate mis à part, je trouve que c'est quand même très pauvre dans la pensée. On ne peut pas oublier que la Grèce a eu un intérêt économique à développer un certain renom dans la pensée, dans le domaine de la pensée autour. Et le christianisme a été très tôt, alors qu'il était un message vers la fragilité de soi, et le fait que ça se termine mal aussi, mais il s'est constitué, il a pris une certaine ampleur, on le voit du point de vue linguistique, puisque c'est quand même le texte grec qui a été la traduction d'un texte qu'on ignorait jusqu'à maintenant, et qui était la langue du peuple, qui était l'araméen. Ça va être une révolution, mais une révolution qui va être négociée par cette tendance qu'ont les hommes d'exister loin d'eux-mêmes dans leur fragilité, pour posséder un peu une petite partie de cette puissance que peut offrir la politique, le domaine de la pensée, mais ça déborde surtout. Pour moi, je pense que c'est être étranger à soi est une perversion, tu le disais dans la fonction, mais qui est constitutive des empires. Voilà. Mais de penser que le message évangélique vient exister d'une manière puissante et significative et fidèle dans l'institution constantinienne et dans les constitutions d'après, voire les massacres au nom de Dieu, toutes les religions ont droit à ça. Hein. Dieu leur donne la liberté de massacrer tout le monde. Voilà. On se demande où on va chercher ça quand même originellement dans le texte originel. Ça n'empêche pas les hommes de trouver normal qu'au nom de Dieu, on tue et on massacre les autres. Et ils traînent toujours quelque part. C'était vrai dans l'importance qu'a eu l'Église au XIXe siècle, au XXe siècle. Avant, ça a été la Constitution, je veux dire, déjà au Moyen-Âge, autour de la foi. Vous aviez intérêt à être chrétien, c'est ça. On vous tue en place publique. Ouais, ça aussi, c'est très évangélique, hein, on peut dire. Donc, il n'y a pas d'avenir, je veux dire, d'avenir dans un monde qui est étranger à la fragilité et à la naissance de l'homme dans cette fragilité. Il n'y a pas d'avenir. C'est ça aussi le message, c'est que ça finit très très mal, mais ça peut être heureux. Le seul message, c'est que ça peut être heureux d'être soi. Et c'est étonnant de penser que, dans le fond, dans l'histoire biblique, qui était une histoire beaucoup, non pas méditerranéenne, contrairement à ce qu'on croit, mais du Moyen-Orient et de la Syro-Babylonie, qu'est-ce qu'il y a, dans le fond, quand on s'adresse à plusieurs moments dans l'Ancien Testament, que l'on s'adresse à cette fragilité dont nous parlons, eh bien, Dieu dit à Abraham, qui va être un errant dans le fond, dans ce monde biblique, il lui dit « Va vers toi, l'Eka, va vers toi ». Et dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé, il dit à la bien-aimée « Deviens toi-même ». C'est quelque chose qui existe, mais qui va, dans cette histoire-là, être au centre même de ce qu'on appelle la culture évangélique, qui va être une histoire complètement étrangère au message fondamental. Mais comment ça se fait que toi, tu l'aies compris et que la majorité des gens, non? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est produit J'aimerais être plus intelligent, me dire que je suis plus intelligent. J'aimerais me dire ça. Mais je crois que c'est quelque chose de plus grand que soi qui nous sauve de cette rupture avec soi, et qui fait que il y a un mystère. Ta question est mystérieuse, Hugo. Moi, je crois que j'ai une force qui n'est pas ma force à moi, parce que je ne me sens pas si fort que ça, mais qui est peut-être quelque chose qui me conduit dans le domaine de déjà l'amour vrai de soi. C'est quelque chose dans le monde qui est un miracle, un vrai miracle, tellement on est élevé dans la convenance qu'il convient d'être étranger à soi-même, c'est-à-dire de se détester dans ce que l'on est, et de ne s'aimer que dans un devenir qu'on n'atteindra jamais, probablement. Mais déjà cette dimension-là est un mystère extraordinaire. Pourquoi? Moi, j'en sais rien. Peut-être parce que toi, tu as dans le fond un avenir aussi,
pas que dans cette dimension-là, mais dans tes talents de musicien, et que c'est très très lié aux dispositions, aux talents, et quelle est l'utilité qu'on peut avoir pour aider quelqu'un à s'admirer lui-même au lieu même où il se méprise complètement. Et dans le fond, je pense que c'est lié peut-être aux dispositions, aux talents, à l'histoire de soi, aux choses favorables, qui fait que ça vous paraît, sa capacité aussi d'accepter c'est une certaine vérité des choses et de soi-même et de se remettre en question. Je ne sais pas, ta question est très difficile et je ne vois pas la réponse qu'on peut lui donner. Pourquoi ce qu'on peut dire, c'est qu'on est comme les autres dans la réalité et qu'à un moment donné, les circonstances, peut-être, je ne dis pas que c'est vrai, ont fait qu'on peut être utile à être une source dans le désert, peut-être. C'est-à-dire, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un à qui tu parles et qui est comme abreuvé dans quelque chose en lui-même de désertique et qui va se désaltérer. Ce que je peux dire, ça j'en suis certain, que ce n'est pas une disposition naturelle, quelque chose qui vous met au-dessus des autres, puisque je pense que la vérité, c'est que nous sommes tous pareils. Simplement, peut-être, on a des choses à dire qui vont être... Eh bien, on le voit en musique. En musique, il y a beaucoup de talents et de dons qui nous ont apporté tellement de musique merveilleuse et de passion qu'on est heureux qu'il y ait ce talent. Ça peut être les Beatles, ça peut être les Rolling Stones, ça peut être les Cabrel, ça peut être la musique classique, le concerto de Henri de Beethoven. Il y a des hommes, ils ont un talent, mais quasiment tous les hommes en ont un, s'il n'était pas sacrifié à cette espèce de mépris de soi dont je te parlais tout à l'heure. Mais je suis persuadé que tous les hommes ont ce talent, et après c'est les circonstances. Si tu as des parents oppressants, ce que je n'ai pas eu, c'est pas pareil que des parents qui, dans le fond, sont absents. Alors, on peut en souffrir énormément, j'en témoigne d'avoir des parents absents, mais c'est quand même une souffrance qui est moins pesante et qui vous aide. Au contraire, c'est une séparation qui vous laisse la possibilité aiguë de devenir soi-même. Puisque de toute façon, on n'a pas à leur faire plaisir parce qu'ils ne sont pas là. Oui. Mais alors qu'un père ou une mère oppressante et durcie, tellement ils sont étrangers à eux-mêmes, c'est des conditions d'une violence inouïe. Que si on veut la bienveillance et la reconnaissance que l'enfant devrait avoir naturellement, eh bien il faut être quelqu'un d'autre. Comme on est, c'est pas bon. Être quelqu'un d'autre. Alors je te dis ça, mais c'est vrai que je me suis nourri quand j'étais jeune de Bettelheim, on en parle quelquefois, et de l'autisme en particulier, puisque c'est un exemple de violence individuelle contre l'enfant, contre lui-même. Je veux dire, d'un monde dans lequel il sent qu'il n'est pas armé pour l'affronter. Et je me souviens dans un dialogue avec les mères, je crois, c'est Bettelheim qui avait réuni tous les éducateurs. Il y avait une éducatrice qui parlait d'une jeune fille autiste qui mangeait beaucoup et qui grossissait. Et elle était en colère contre elle, parce qu'elle dit, elle me promet de ne pas manger, elle mange tout ça. Je veux dire, Bettelheim lui dit, très intelligemment, mais tu n'as pas eu des problèmes avec l'obésité quand tu étais jeune? Oui. Et à la fin, il lui dit, écoute, ce que je te conseille, c'est au lieu d'être en colère, essaye de te dire, pourquoi toi, dans la même situation qu'elle, tu serais en colère contre elle et que tu serais dans ce même mal-être. Pose-toi la question, pourquoi toi, tu serais comme elle? Et les raisons qui peuvent justifier qu'elle soit dans cette attitude-là. C'est magnifique. C'est accepter le fait qu'on peut être comme les autres, y compris si on les juge comme des malades, mais que l'on n'est pas si éloigné qu'eux, et que nous aussi, nous avons une maladie, et qu'on peut, en se comprenant soi-même, les comprendre eux. Et c'est magistral quand même, parce que c'est une remise en question de cette éducatrice. J'espère qu'elle a compris ce que voulait lui dire Bettelheim. Mais ça change tout si on considère que être très proche de ceux que l'on juge mal, ou dont on est le spectateur en leur disant
qui ne sont pas comme il faudrait être aussi, eh bien, on s'exclut naturellement de... Quand on est le professeur, on s'exclut du problème. Oui, oui. On est soi-disant la solution pour les autres. Voilà, la solution pour les autres. Alors ça, c'est cataclysmique. Se dire qu'on est la solution pour les autres, c'est épouvantable. Tout comme de dire que les autres sont notre solution. Oui, exactement. Ça ne m'étonne pas de toi. Ça paraît plus noble de dire ça comme ça. Oui, mais c'est joli. Ouais. C'est joli, tu as raison. Mais je veux dire, on est si proches les uns des autres dans notre humanité, nos blessures. On est très très proches. C'est vrai ce que tu dis. Et tu avais entamé cet épisode en parlant de... Tu voulais mettre au centre l'aspect relationnel. On a un petit peu bifurqué, mais... Oui, non, en ce sens que comme nous dépendons émotionnellement de ce projet qu'a l'autre, de ce que l'on doit être pour être quelqu'un de bien et satisfaire, eh bien la relation va être plus importante que tout. Ça va pas être le respect de ce que l'on est qui est fondamental. Ça va être l'obéissance à ce que l'on doit ressentir quand on choisit quelqu'un et dont on a le projet de représenter ce qui est important pour lui. On disait souvent la femme aime la force. C'est toute une éducation. Elle aime la force chez l'homme. Il y a une raison objective où elle sent que dans sa fragilité, elle-même a besoin d'être protégée. Mais dans le fond, on la protège d'autant plus qu'on fait prévaloir que notre fragilité est la construction de nous-mêmes dans laquelle, contrairement à ce que l'on ressent, on acquiert la vraie force qui est de s'aimer comme l'on est. Eh bien, déjà, la relation va être totalement conditionnée à ce préalable qui n'a rien à voir avec l'émotion. Peut-être pas l'émotion d'ailleurs, mais en tous les cas, le sentiment amoureux. Alors là, c'est le malentendu le plus extraordinaire qui soit, qui est la sublimation de cette soumission à l'égard de nos choix, qui sont appropriatifs. Parce que dans le fond, cette volonté que l'on a en nous d'être étranger à soi et devenir quelqu'un d'autre que soi, on va en faire la condition de l'autre, de la femme, pour l'enfermer dans un carcan, d'ailleurs, qui va être celui de la dépendance économique, même si c'est moins prégnant de nos jours, mais du mariage, tu dirais de la fonctionnalité, oui. Et tu as bien raison. Oui. Et on peut être dans l'appropriation tout en étant la victime du couple, oui. Aux yeux des autres, oui. Parce qu'on est dans la reproduction d'un schéma dont on a été victime, mais on a créé le cadre. Et ça, souvent, on rencontre des gens qui peuvent jouer la carte de la victime, parce que sur le papier, ils sont perdants, mais techniquement, ils ont choisi. Oui, moi, tu as complètement raison. Enfin, de mon avis, on est le sujet, on se sent être le sujet quand on est obéissant et soumis à l'injonction sociale, qui est une injonction oedipienne, le plus souvent. C'est pour ça que quand François de Lotto disait « on est toujours l'objet du désir des autres », on ne peut être le sujet que de son propre désir, c'est un horizon magnifique ouvert vers la contemplation de soi, comme la résolution de cette solitude qui est d'être aimé dans la représentation et l'utilité sociale, et qui est le fondement de ce qu'on appelle l'amour, qui est uniquement une histoire d'obéissance et de soumission, et surtout d'avortement de soi à ses propres yeux. Je veux dire, si plus, on s'empêche de naître dans cette condition de misère, et plus on est fidèle à l'ordre oedipien, et qui est un ordre qui pour nous paraît être déterminant sur le regard qu'on va poser sur soi. Tout commence par ce regard et ce mépris ou cet amour que l'on peut, contemplatif, qu'on peut avoir de soi. Et les symptômes, c'est les symptômes de l'appropriation dont tu parlais. L'appropriation, c'est qu'il y a un modèle auquel doit se soumettre la femme sociale, on connaît, etc. Mais l'homme aussi, dans ce modèle-là, il y a une connivence, mais cette connivence non dite, c'est de devenir étranger à l'être en soi et à la profondeur d'être.
Et c'est-à-dire, on passe du contemplatif qui est mutilé, tu dirais la fonctionnalité, oui, un ordre social, c'est-à-dire une réduction de l'être à l'objet. Correspondre à un schéma, Voilà, exactement. qu'il soit familial Voilà, ou social. voilà. Et c'est très extraordinaire, de mon point de vue, tu vas me dire ce que tu en penses, qu'on puisse appeler ça l'amour. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un amalgame. Mm. Mais il y a assez peu de personnes pour chercher à comprendre ce qui génère la nature de ce qu'ils pensent être leur désir, alors que généralement c'est le désir de quelqu'un d'autre qu'ils assouvissent Oui, en correspondant à ce schéma qu'on leur a imposé. oui. Donc le problème c'est que... Enfin le problème, c'est un problème, c'est que les gens utilisent le mot amour à toutes les sauces Oui, pour justifier la nature de leur relation, et souvent, quand en plus elles sont, pour le coup, injustifiables, une personne va souffrir d'un autre, et puis elle va dire, mais c'est parce que... Mais je l'aime quand même, je l'aime, donc je mérite... Enfin, c'est ce que je mérite, ou je lui pardonnerai tout. Mais en vérité... D'ailleurs, il faut se séparer vraiment de la notion de victime et de bourreau. C'est juste une grande pièce de théâtre à laquelle se soumettent les deux parties, et en plus non pas plaire directement à la personne qui s'adresse, mais à quelqu'un d'autre qui est absent de la scène. oui. Qui a l'air absent. Oui, mais qui a oui, justifié tout oui. ce théâtre. Eh oui. Moi, je suis de ton avis complètement. Et on retrouve finalement, c'est pas la dysfonctionnalité, mais la non-fonctionnalité en amitié, un amour plus évident. Après, il peut arriver aussi qu'une amitié soit justifiée par le regard d'un autre. Mais en amitié, oui. on parle moins souvent d'amour, et pourtant, il y a moins souvent de fonctionnalité. Que tu dis? Je dirais qu'il y a l'expression d'une réalité désertique en soi. Je dirais ça dans le sens où au moins il n'y a pas la notion de famille à établir avec les amis. Et ça justifie quand même. C'est une couche de peinture supplémentaire pour utiliser le mot amour et justifier. Alors, tu vas me dire ce que tu en Oui. penses. Mais l'idée, il n'y a pas de famille. C'est le fameux absent dont tu parles qui est plus que présent. Par exemple, l'amitié. Tu peux être soudé à l'intérieur de ton histoire et de ton désert, je dirais, par les idéos grecs, les idées. Et souvent, c'est un rapport direct, les idées qui nous forment quand on est jeune et adolescent, avec des données familiales toujours, et totalitaires, je dirais, qui est cette volonté familiale de nous réduire à l'objet que nous devons être, qui est l'objet attendu. Et c'est dans ce désert-là qu'on va se créer des amitiés qui, avec le temps, et je dirais peut-être plus de vérité et d'appauvrissement, vont exploser naturellement. Parce qu'elles sont mal fondées. Elles sont fondées, ou bien fondées à un moment donné, sur un besoin que l'on a de se sentir important à ses propres yeux. Oui. Ça veut dire qu'il y a un intérêt direct, que c'est comme le sentiment amoureux. Il n'est pas débarrassé. Non, mais je dis pas que c'est pur par définition. Oui. Mais Non, par exemple, tu vois, Oui. les amitiés, elles se défont plus facilement, je trouve, que les histoires d'amour qui sont cimentées dans des impositions économiques comme la maison en commun, les enfants, le regard, le jugement de la société quant au fait de former un binôme, tu vois. Alors qu'on va moins difficilement te juger au regard des amitiés que tu as. Oui. Tu vois, quand même. Oui. On va quand même te juger par rapport aux gens avec qui tu traînes. Mais la personne que tu as choisie pour faire ta vie, entre parenthèses, ça te déterminera beaucoup plus aux yeux des autres. Oui. Non, tu ne crois pas ? Si, parce que le corps n'est pas impliqué de la même manière. Mais il n'est pas impliqué parce qu'il est exclu. Pourquoi il est exclu ? Parce qu'il est le lieu de l'appropriation. La sexualité génitale n'a rien à voir avec la sexualité amoureuse. Mais qui est capable d'avoir une sexualité amoureuse où tu exprimes d'une manière,
tu dirais, Hugo, d'une manière incarnée, cette contemplation que tu as de l'autre et qui a un corps. L'être a un corps, mais c'est rare. Hein. Eh ben, j'ai lu une étude dernièrement qui montre que le désir sexuel chez l'homme baisse plus il aime son partenaire. Oui, En fait, il y a une volonté, il y a une forme d'expression de violence dans l'acte sexuel. Et donc, il y a un plus grand désir sexuel quand il y a une plus grande distance avec la partenaire. oui, Et plus il y a une proximité, finalement, moins il y a de désir pour une oui, sexualité oui, que oui. tu appellerais donc génitale. Oui, je l'appellerai comme ça en raison du symptôme que c'est d'une absence de soi dans la relation appropriative. Voilà. Et c'est très puissant. Mais j'y mets le cérébral, alors tout le monde passe discrètement sur le cérébral, où toute la composition du cérébral, que ce soit une science économique, une science de philosophique, etc., c'est toujours une appropriation de l'autre que l'on reconnaît parce que c'est la pratique d'un rapport aux autres conditionné au langage dont le but est l'acquisition de la puissance. Voilà. Et l'appropriatif, naturellement, s'accomplit dans la volonté de puissance. C'est voué à l'échec, bien sûr. Mais ça peut réussir pendant beaucoup de temps. La soumission des hommes, le contrôle, on le voit en politique, que ce soit M. Trump, M. Poutine, etc. C'est des hommes qui ont tous les pouvoirs. Et les autres ont le pouvoir de suivre. Je veux dire, tu te fais une situation socialement et dans la mesure où tu es obéissant à cette condition de l'acquisition du pouvoir. Eh bien, c'est l'histoire des hommes. C'est l'histoire des hommes. Et ils n'existent que... Et ils ont le sentiment de se protéger que parce qu'ils obéissent à cette dictature, dans le fond, du pouvoir et de la mutilation de l'être dans l'objet, dans la représentation. On sait que c'est malheureux, mais tout le monde le cherche. Parce qu'on se souvient, dans notre condition où nous étions quelqu'un, c'est-à-dire dans notre enfance, à quel point ça nous a coûté d'être cet enfant-là. On ne l'oubliera jamais. Et on préfère être un étranger à soi-même dans la puissance plutôt que d'être soi-même dans la fragilité. Mais bon, ça se discute puisque l'aboutissement de la puissance, c'est quand même le désespoir, c'est quand même la nuit et c'est quand même la mort. Mais ça se comprend que le problème de l'homme soit précisément qu'il n'est lui-même constitué que dans la fragilité de lui-même et que beaucoup vont en profiter, surtout s'il se méprise, pour s'élever en rabaissant l'enfant. Ça se fait constamment. Il ne faut pas se leurrer. Ça se fait constamment. Mais la situation, le rapport amoureux, est fondé sur ce malentendu. Qu'on cherche à dominer la fragilité de la femme pour être un recours pour elle. On ne va pas le dire. Elle va être admirative de notre force. Et nous, on va se sentir élevés par le fait qu'on est regardé comme quelqu'un d'important. Je pense que c'est un abaissement de soi absolu, une capitulation sur ce qui est l'être, qui nous constitue en termes d'identité, mais il y a un moment où on s'en fiche. Donc, c'est une question de survie, voilà, à un moment donné. Et puis, petit à petit, on perd tout ce qui est beau en soi. Tout. C'est survie, c'est par-dessus la vie. Oui, oui. Ça l'écrase. Oui, oui. Et je pense que si on pense l'homme dans cette détresse-là, on se dit le seul recours, c'est de contraindre le corps à être l'incarnation de la volonté de puissance. C'est le seul recours qu'on a à être quelqu'un d'autre que soi, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est l'incarnation. Et l'incarnation, ça va être cette obligation qui est une blessure profonde dans l'être qu'on appelle la maladie. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépressif, on dit
qu'il a une maladie. Je veux dire, cherchons, dirait Aristote, la sagesse, c'est la science des causes. Il y a peut-être une cause de ce rapport à lui-même extrêmement oppressant, qui fait que très jeune, il a appris ce que nous disions, c'est-à-dire qu'il était coûteux d'être soi, et qu'il a le mépris de soi est quelque chose de très utile. C'est ce que les philosophes, à partir de Brentano, surtout lui, ont appelé l'intentionnalité. La maladie est une volonté de se protéger du risque et du danger d'être dans cette fragilité d'être. Parce que quand on est malade, on change la condition de son corps finalement, et donc la condition de son incarnation. On essaye de se cacher de soi-même. Oui, oui. Et tu penses que la majorité des gens qui sont malades, c'est ça? Je pense que c'est vraiment ça qui dirige. Oui, et en plus, je pense que ça se construit à travers l'incidence biologique, qui fait que la maladie naît aussi de ce conflit-là. Et je ne suis pas absolu, je pense que c'est évidemment une recherche qui demande à savoir ce qu'est le patrimoine du commencement. Mais ce patrimoine est souvent bouleversé par justement cette volonté de bonheur, d'être heureux en étant soi. C'est très rare, hein, c'est très très rare. Mais il faut tout abandonner et renoncer à la puissance pour se trouver, et curieusement, ne plus avoir cette maladie qui va être génératrice elle-même d'une espèce de réalité biologique et génétique. Et j'en reviens au séducteur. Il est forcément dans la volonté de puissance et dans la représentativité de vertu d'une certaine force qu'il essaye d'exprimer en montrant son plumage à la plus offrante. Mais ça peut être aussi le diplômé de l'université qui a une pensée et un savoir au-dessus des autres et qui est admiré comme tel. C'est pour ça, on perd énormément à se laisser séduire par un personnage qui n'est pas nous. On perd énormément, on perd l'essentiel. Alors après, on va se dire, tiens, je me sens important, j'écris des romans, j'ai une fonction politique, j'ai du pouvoir, j'ai ce qu'on veut. Et on sent que les autres vous regardent comme si on était... Mais je veux dire, oui, très bien, mais c'est pas toi, t'es pas là. Et de se perdre soi-même, on trouve que ça se comprend comme système de survie. Et le danger est réel. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée de critiquer quelqu'un qui se laisse, c'est le miroir aux alouettes, qui se laisse séduire par le fait qu'il se sent être quelqu'un. Ça commence par des choses simples. Vois l'excès peut-être de séduction et le fait qu'elles fassent beaucoup d'efforts, les femmes, pour se maquiller, pour être séduisantes, etc. Mais personne ne dit, il y a quand même peut-être des excès. Je veux dire, qui c'est celle-là qui n'est quelqu'un que parce qu'il est dans l'apparence, qu'elle est belle ou qu'il est beau, et qu'il peut séduire par sa seule image? L'erreur, c'est de penser que c'est suffisant au bonheur. C'est ça l'erreur. Et le nombre de gens très 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 beaux et très très intelligents qui perdent le goût de vivre, il y en a beaucoup, beaucoup, parce que tu es captif totalement de l'image, dans la capacité que tu as de t'admirer toi-même ou de te détester. Je veux dire, tu perds énormément. Et le heureux, les pauvres, c'est exactement ça. La pauvreté, c'est le serviteur souffrant quand tu ne représentes pas tellement aux yeux des hommes, dans le fond. Tu es privé de ça. Mais tu es riche d'autre chose. Oui. Non? Si, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis pas très frais. Me regarde, oui, mais j'en profite. J'en profite. Pour une fois que je peux te punir de ton... C'est vrai. Les auditeurs m'excuseront. En tout cas, on a Pierre toujours aussi volubile. Pas toujours, pas toujours. Oh.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi revenir, tiens, sur, avant de finir. Tu as assisté à un petit spectacle ce week-end qui a eu lieu dans le village. Oui, Qu'est-ce que oui. tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait? À quoi ça t'a fait penser? Donc, un spectacle de théâtre interactif auquel j'ai participé. Ça m'a fait penser quelque chose que je ne voulais pas te dire de toute façon, parce que je trouve que ça fait partie. Comme moi, tu as pensé ta vie par rapport à ton désir de bonheur, et tu as bien raison. Mais je me suis dit, quand je vois cette virtuosité et cette recherche réelle de la virtuosité, en dominant les mots, en les rajustant comme une pièce de Corneille, les mettre en vers, d'une certaine manière, c'est le même principe, en dominant, soumettant à sa volonté l'organisation des mots et des phrases, je suis sidéré par cette virtuosité qui en est une. 2, je me dis, mais à quoi ça sert? Et 3, je me dis, mais c'est pas fait pour servir. C'est fait pour exprimer une fonction vitale qui est, avec la complexité de la relation à l'autre, très très oppressante et très complexe, de pouvoir sentir que les choses peuvent être soumises à sa volonté à soi, alors qu'on a même expérimenté qu'on était un sujet qui se perd dans la complexité de la demande de l'autre. On a l'impression, dans l'enfance, qu'on ne satisfait jamais. Forcément, on sait pourquoi. Mais soit enfant, on n'est jamais satisfait. Et c'est cette dimension de survie, de représenter quelque chose aux yeux des autres, qui va être exprimée par cette virtuosité de jouer avec la pensée, les mots, etc., que je trouve incroyable. Bon, je suis bien loin de pouvoir faire pareil. Mais ce n'est qu'une question, de mon point de vue, c'est une question de contrôle. Bien que tu as un peu contesté ça, je pense qu'il s'agit de contrôler, de se contrôler dans cette dimension de virtuosité pour comprendre exactement la demande qui parviendrait à satisfaire quelqu'un auquel on ne satisfait jamais, et on a le sentiment que quoi qu'on fasse dans cette complexité de la vie, eh bien dans la relation, on est toujours à côté de ce qu'il veut. Et cet rapport au langage absolument incompréhensible de celui qui cherche dans la puissance à te réduire à l'objet, c'est comme une survie de maîtriser la composition des mots et des pensées. Tu le fais admirablement bien. Mais je ne peux pas m'empêcher de comprendre bien ce que tu veux dire par là. Voilà. Et que dans le fond, l'utilité peut se discuter, dans le fond, et que c'est peut-être voué à disparaître par rapport, curieusement, et je le mettais en rapport parce que en ce moment c'est un peu ça, eh bien à tes grands talents de batteur, de musicien, tes intuitions musicales, etc., où il s'agit bien de toi. Et bien sûr qu'il y a une notion de maîtrise, hein, tu le sais mieux que personne, mais c'est du travail, ça n'a rien d'angoissant. C'est pas pathologique. Alors que cette obligation dans la pensée de s'adapter à une composition des mots et des phrases, c'est une pathologie. Alors que quand tu joues de la batterie et avec d'autres fais de la musique, et ton talent, et tu sais que je l'admire, il s'agit de ton être, de ta respiration musicale intérieure. Ça n'a rien à voir avec la pathologie. Mais tu acceptes, dans la musique, d'abandonner le fait que tu peux contrôler en toi ce qui risque de plaire ou de déplaire à l'autre. D'ailleurs, il me semble que ton nom de scène, c'est l'autre. C'est ça, oui, effectivement. Mais j'ai pas vraiment cette vision-là de la chose. Euh, je, je
considère pas que ça m'appartienne et que je contrôle, moi. J'ai pas cette sensation, j'ai plutôt la sensation de lâcher prise. Alors c'est quand même énergivore, donc de trouver pour que les gens comprennent aussi, sur des thèmes imposés par le public, composer en direct une chanson en rythme et en rime. Mais je me laisse plus porter par, comme je te l'expliquais hier, la phonétique. Et il y a un aspect assez musical dans la façon que j'ai à exprimer mes phrases. Et je découvre moi-même en temps réel de quoi je vais parler. Je l'ignore, tu vois. Si c'était si structuré, je me préparerais avant, tu vois. Ouais. Et alors peut-être que je structure en temps réel, mais ça m'échappe moi-même, si tu veux. Je sais pas où ça va aller quand ça s'achève, tu vois. Mais la relation du sujet à cette dimension totalitaire de la puissance, c'est spontané. Ça ne peut pas être préparé, c'est spontané. Ce qui marque, c'est la virtuosité. Oui. Mais généralement, c'est pas forcément... C'est ce qui fait que ça accroche les gens. Mais ce qui les retient après, c'est les émotions que ça leur a provoquées sur l'expression d'une thématique spécifique, l'expression d'affect. Et d'ailleurs, je prends toujours un sujet, quand on m'impose un sujet, une thématique politique, de la détourner et d'essayer de me consacrer à l'expression et la définition d'une émotion propre au sujet. Et ça, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça emprunte la voie de la cérébralité pure. Ah non. Voilà. Il y a une dimension toujours émotionnelle. Mais tu viens de le dire. Accrocher, ça accroche qui? Le public? Oui, les gens. Oui. Ils s'appellent comment, les gens? Donc je vais pas t'embêter. Non, mais je suis pas sûr de ça, moi. Non, mais je suis pas sûr que ce soit un dialogue avec quelqu'un d'autre. Oui. Parce que c'est pas quelque chose auquel après je cours. J'aime bien vivre cette expérience, mais je me sens pas être plus qu'en ne le faisant pas, tu vois. J'ai tellement d'autres activités qui ne se passent d'ailleurs qu'avec moi-même. Et d'ailleurs, la pratique de la batterie est quelque chose qui me met autant ou plus, voire plus en joie, sans avoir de compte à rendre à un quelconque public. Mais le partage, c'est sympa aussi. Oui. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, ça met le doigt dessus, tu as raison, sur ce qui est dans l'incarnation le plus significatif, c'est la sublimation. Il y a un langage sublimé qui va justifier une organisation émotionnelle pathologique. Tout et toujours. Et franchement, c'est valable pour tout le monde. Si jamais on peut se regarder à travers cette solitude qui est la vérité de soi, c'est une solitude, il faut pas. Eh bien, on est sur un autre chemin où on est comme aspiré par une vérité qui a conditionné l'ensemble de ses émotions longtemps. Mais le reste, cette cristallisation qu'on trouve partout, dans l'intellect, dans les génitales, j'ai une expression génitale, c'est parce que je l'aime, voilà. Si j'essaye d'être intelligent, parce que j'expose à tout le monde ma pensée sur la pensée constantinienne au IIe siècle, au IIIe siècle, et la formation, etc., je suis docteur en théologie, donc je connais bien ça. Il y a toujours la justification de ce cheminement intérieur qui est absolument désertique, qui est une blessure profonde de ce qu'on a. Et c'est cette sublimation qui est incarnée. C'est-à-dire, on dirait le monde tel qu'on veut qu'il soit, ce monde-là, mais pas tel qu'il est. Alors on arrive à changer le monde dans ses fantasmes et dans certaines choses accessibles aux hommes, de la pensée, du ressenti, etc. C'est limité à notre incarnation humaine qui est privée
dans la réalité de la puissance. Spinoza dit, ce qui manque à l'homme, c'est la puissance, il a tellement raison. Et donc le reste, c'est une justification. C'est comme demander à un politique qui va t'expliquer comment le monde serait, à quel point il serait plus beau, si lui avait le pouvoir. D'après toi, qu'est-ce qui fait que je cherche plus à séduire par un spectacle de théâtre que par la pratique de la batterie si j'en faisais des concerts, ce qui risque d'arriver en étant dans un groupe? Et l'expression, et je dirais la finalité, c'est pas la séduction. Dans la musique, peut-être un peu plus, tu as raison. Mais c'est la maîtrise. Je dirais, la peur essentielle, c'est une peur qui n'a pas de forme d'une certaine manière, qui est un ressenti émotionnel et une blessure profonde et émotionnelle. On n'a pas le choix. Donc la maîtrise des mots, des pensées, c'était comme un impératif pour pouvoir justement peut-être exclure ou diviser en étant plus conforme, en se conformant à ce qu'on doit être comme objet, et que les émotions sont encombrantes, on se sent qu'elles sont la source de notre souffrance. Il y a toujours une souffrance cachée ou exprimée. Ben, quand elle est exprimée, c'est un peu mieux. Mais elle va se déguiser dans l'incarnation, dans l'impératif de la maîtrise. C'est-à-dire, je suis dans un camp de concentration et il faut que je sauve ma peau. Et le reliquat, je dirais, c'est un reliquat, c'est pas très important. Ça va être ce goût profond pour une situation qui est celle de la pensée et du ressenti, sur lequel on va influer et dans laquelle on va maîtriser. Et cette maîtrise, cette volonté de maîtrise, c'est aussi une donnée d'une incarnation blessée. C'est, il faut que je mange, je n'ai pas mangé depuis X temps, etc. Mais contrôler le rythme, les baguettes qu'on utilise, ça par exemple, ça peut pas être l'expression d'une maladie. Non, parce que je veux dire, qu'est-ce que t'apporte de contrôler? Tu te sens bien quand tu fais de la musique, tu libères en toi quelque chose de l'être, du vivant. T'es pas dans l'idée de contrôler le vivant, mais au contraire, de le transmettre ou de le transcrire, le vivant. Cette musique, c'est ce que la vie offre comme l'amour quand il existe dans une vérité. Le vivant, c'est quand même la source de l'accomplissement de soi, dirait Spinoza. Et c'est bien fait. C'est vrai que c'est dans l'être l'accomplissement de soi. Alors que dans d'autres expressions, ça peut être une expression qui est à considérer, mais qui est un accident d'une souffrance, et parce qu'elle est une phénoménologie, et ce qu'il reste de quelque chose qui a été extrêmement douloureux à vivre, dans ces dimensions, nous le disions, de pauvreté, mais aussi cette dimension de souffrance. C'est quelque chose, la souffrance. Surtout la souffrance de l'enfance. C'est quelque chose, on ne peut pas dire que c'est rien. Il va en rester des choses. Donc, alors que dans l'expression de la musique, tu appartiens par le travail et la discipline à la libération de la beauté du vivant. Ça n'a rien à voir, ça ne t'appartient pas à une pathologie. Ça peut être, oui, mais je le mets entre parenthèses, hein, ça peut être. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça peut être. Je sentais que j'allais attaquer. Ah oui, je te sens venir. Mais ça peut être vraiment quelque chose de soi qui est vrai, une libération de quelque chose de vivant. Tu vois ? Mais la maîtrise et le contrôle, c'est sous-entendu quelque chose en soi dont on va imposer les conditions d'existence, qui est, tu regardes, comment dire, que ce soit Molière, Corneille, Racine, il peut y avoir de belles envolées, mais tout ça est fabriqué, donc est maîtrisé. Et c'était au XVIIIe, au XVIIe, au XVIIIe des choses
fabriqué de la pensée. Blaise Pascal, c'est pareil. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est magnifique. Claudel disait, il pouvait le dire, c'est une des plus belles phrases de la langue française. C'est vrai, mais c'est complètement fabriqué. Et Blaise Pascal, pourtant, j'ai eu de l'amitié pour lui, et que Paul Claudel, puisse tellement exprimer sa trahison à l'égard de Tête d'Or, qui a été sa première, il avait 23 ans, sa première œuvre, qui est absolument magnifique. Il est devenu l'ambassadeur qu'on connaît, le bourgeois, il a transmis cette tradition. Et que sa sœur, qui a Camille, qui avait une véritable dimension dans l'expression comme sculpteur, moi j'ai toujours adoré, elle a fini les 30 dernières années de sa vie à l'hôpital psychiatrique quand même. Tu vois, il y a cette chose qui est difficile, le 17e dans la pensée, ou le 18e, ou que ce soit chez les tragédiens, c'est une fabrication. Il n'y a rien de vrai ou de spontané. Et en plus, Pascal va parler de foi, mais bon, tout ça est quand même fabriqué par rapport à l'ambition et représenté dans l'histoire quelque chose dont on veut laisser une trace, quelque chose de soi. Parce que dans l'être, on a quand même le sentiment d'être dans aucune trace, d'être anonyme. Eh bien, tout le message, je dirais, de cet anonymat est tout le message qu'une réalité en soi s'épanouit et se réalise indépendamment de la représentation que l'on peut avoir vis-à-vis des autres. La musique, Hugo, tu vas pas me dire le contraire. Fondamentalement, ça peut être un partage au sein d'un groupe. Alors ça résout pas tout, on le sait, mais il y a cette dimension de partage à un moment donné qui est quand même quelque chose... De service. Oui, peut-être. Serviteur musical. On est un acteur de quelque chose qui... On est au service de la musique, logiquement. Et si c'est pas le cas, voilà. Il y a une perversion. C'est le serviteur non souffrant. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah oui, ça, je suis parti pour une semaine. Ah oui. Non. Très bien. Je blague. Bon, merci Pierre. Merci à toi, toujours ces bons moments, oui. Nous échangeons. J'embrasse tout le monde. J'ai codé de plus en plus. C'est vrai, mais avec ta mémoire sélective, très sélective, tu risques de les redécouvrir encore et encore pour ton plus grand plaisir. C'est ça, il faut savoir. Ah oui. Il faut savoir rester et garder une forme d'émerveillement. Et donc, oui. Tous ceux qui ont un cerveau bien fonctionnel t'envient. C'est joli ce que tu dis. C'est une manière quand même de dire des méchancetés avec gentillesse. C'est joli. C'est peut-être ça l'amour. Oui, mais je le crois complètement. Mais faire d'une qualité du fait qu'on a une mémoire sélective, ce qui veut dire qu'on n'a plus de mémoire du tout, c'est joli. C'est joli. Merci Hugo. Je t'en prie. Je me vengerai, t'inquiète pas. Je sais, je t'attends au tournant. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon, relax.